Je voudrais vous parler d'un concept qui est à mon avis trop mal diagnostiqué et qui pourtant cause beaucoup de soucis, c'est le traumatisme psychologique. Parfois des personnes arrivent au cabinet pour la première fois et me disent On m'a recommandé de venir vous voir, mais j'ai pas de problème vraiment. J'ai rien vécu de traumatisant, donc je sais pas vraiment si ça va avoir un effet. Quand on me dit quelque chose de ce genre, je réponds souvent C'est ce que vous croyez. non, c'est faux. Je réponds plutôt on va d'abord parler de ce que c'est un traumatisme et de votre histoire, et ensuite vous me direz si vous pensez que ça ne sera pas utile, parce que si on vous a orienté vers moi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Parce que voilà, un traumatisme, ce n'est pas ce qu'on croit souvent. Les personnes qui ne travaillent pas en traumatologie, ou à minima qui ne travaillent pas en psychologie, ont régulièrement une vision un peu restrictive de ce que c'est un traumatisme à mon sens, et c'est normal, c'est pas leur spécialité. You know nothing, Jon Snow. Si on va regarder par exemple le site de Muriel Salmona, qui est la psychiatre et la fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie, les traumatismes psy, ce sont des troubles psychologiques méconnus, sous-estimés, fréquents, graves, durables, qui vont peser lourdement sur l'avenir. Ça fait beaucoup, hein. Parce que les traumas psychologiques, ce ne sont pas seulement en réalité un événement extraordinaire et extrêmement violent comme pourrait l'être l'agression sexuelle, un accident de voiture mortel ou la violence physique. Alors bien sûr, on est d'accord que ces situations sont traumatiques, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux-ci, par exemple, on les appelle des traumatismes simples. On les appelle simples parce qu'ils sont en fait rapidement identifiables. Il ne fait aucun doute pour personne qu'ils en sont et qu'ils ont marqué fortement une personne. Et simples aussi parce qu'en traitant ce seul événement, la personne va voir ses symptômes post-traumatiques diminuer très rapidement. Mais en réalité, un traumatisme, ce n'est pas que ça, loin de là. Un traumatisme, ça existe dès lors que l'émotion qu'on ressent dépasse les capacités de régulation émotionnelle de notre cerveau. Ça fait donc beaucoup plus de choses que des événements spectaculaires. Et du coup, ça va concerner même des tas de situations du quotidien, malheureusement. Et à plus forte raison si elles interviennent dans la vie d'un enfant dont le cerveau n'est pas encore suffisamment développé pour qu'il sache réguler efficacement les émotions tout seul. Et puis en plus, si ces situations sont répétées dans le temps, alors là, ça va carrément aggraver la situation. Et c'est pour ça qu'on appelle ces traumas-là des traumatismes complexes. Donc complexes, déjà parce que leurs effets sont plus difficiles à traiter que pour un traumatisme simple, qui lui va être identifié comme un accident de voiture par exemple, comme je le disais juste avant. Mais complexes aussi parce que ces événements, comme ils sont moins spectaculaires que ce qu'on imagine et ce à quoi on s'attend, du coup on a des difficultés aussi à s'en souvenir ou même à les identifier, et du coup à les traiter. Si je devais prendre un exemple pour illustrer, un traumatisme complexe, ça pourrait être issu par exemple de situations où quelqu'un s'est fait moquer tous les jours à l'école sans que personne s'en aperçoive. Ça peut aussi être un enfant qui assiste à des disputes violentes entre ses parents qui se hurlent dessus, voire se frappent. Ça paraît presque banal, surtout quand c'est arrivé souvent, on se dit que c'est la normalité. Et en fait, ça a un impact pourtant très fort sur le cerveau, et surtout que selon l'âge auquel on vit cette situation, ce cerveau va y voir un risque vital. Vital parce que l'émotion va être tellement intense qu'elle peut venir mettre en danger le système cardiovasculaire à cause de la mauvaise régulation de l'émotion. On parle là d'un risque de survoltage, quoi. Et quand je parle de mauvaise régulation émotionnelle, je ne dis pas que c'est parce que ces personnes ne savent pas le faire, mais bien parce que, si elles sont des enfants, elles peuvent être à un âge où le cerveau ne s'est pas encore suffisamment développé pour qu'ils acquièrent cette capacité-là. Donc pour gérer cette émotion aussi intense qui donne un risque vital, le cerveau va griller en gros des fusibles pour anesthésier le corps et faire retomber l'émotion. Et hop, si tout ça dure trop dans le temps, voilà les symptômes qui vont se mettre en place petit à petit. Et n'oublions pas que pour anesthésier, le cerveau va balancer dans le corps des sécrétions chimiques assimilables à des drogues dures. On sait aujourd'hui que les traumatismes, notamment les traumas complexes, modifient la structure cérébrale qu'on peut voir sur une IRM et engendrent des perturbations hormonales. Le traumatisme, c'est donc quelque chose d'également corporel, c'est pour ça que parfois les symptômes sont corporels. On observe aussi des modifications épigénétiques quand on traite les traumatismes. Des traumatismes notamment complexes peuvent donc se transmettre épigénétiquement à nos enfants de génération en génération. C'est donc d'autant plus intéressant de savoir les identifier et puis ensuite de les traiter. Vous voyez, les effets des traumatismes complexes sont complexes. On peut avoir une altération de la capacité à exprimer et réguler ses émotions, ça c'est la conséquence directe dont je parlais, mais il peut y avoir aussi de l'agressivité, un sentiment de culpabilité intense, des hontes, des propensions à entrer dans des relations toxiques, des sensations d'avoir plusieurs personnalités, l'incapacité de croire en un avenir heureux, des douleurs psychosomatiques, des allergies. Ce qu'on a souvent aussi, c'est de l'hypervigilance, on est anxieux, on dort mal dans certains cas, il y a des TOC qui peuvent se développer, des phobies aussi, des troubles du comportement alimentaire et tout un tas d'autres symptômes plus ou moins envahissants. Et tout ça, c'est juste pour donner quelques exemples. Donc on voit bien que certains événements qu'on estimait normaux ou bénins, en fait ne le sont pas du tout. Et lorsqu'on investigue la vie des patients, souvent on trouve des situations traumatiques qui ne soupçonnaient pas l'être du tout.
du tout. Et c'est parfois déjà tout un travail de prendre conscience de l'impact de certains de ces événements sur eux. Rien que cette phase-là de reconnaissance peut prendre un certain temps, et c'est bien normal, parce qu'on n'imaginait pas ça du tout. Et si le cerveau n'est pas parvenu à traiter ces situations, finalement elles vont finir par faire partie de nous et de notre fonctionnement psychologique. Autrement dit, nos connexions de neurones vont les prendre en compte pour se construire. Et c'est comme ça que régulièrement, derrière un trouble anxieux, derrière une dépression, des phobies, des addictions, il peut y avoir des traumatismes complexes. Le problème, vous commencez à le comprendre, c'est que plus de gens qu'on le croit habituellement souffrent du coup finalement de stress post-traumatique. Or ces personnes ne vont pas venir consulter parce qu'elles ne se doutent pas, et leur entourage non plus, de ce qui se passe pour elles. Bon, en plus c'est vrai, si on consulte un psy qui fait de la traumatologie, de toute façon, il va trouver des traumatismes, même si le patient n'était pas venu pour ça. C'est notre spécialité, donc on les cherche, et on en trouve souvent. Et je vous avoue qu'en plus, à mon avis, la tendance sociale à cacher ses émotions, ou bien une éducation dans le sens d'être fort, vont contribuer à minimiser les chocs émotionnels qui nous arrivent, donc on va encore moins imaginer qu'on a vécu des traumatismes. Pourtant, je voudrais le rappeler, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, ni de légitimité à chercher dans les souffrances qu'on a. Ce que vous vivez face à un événement, ça a de la valeur, quel que soit cet événement. Il n'y a pas de réaction normale face à un événement, il y a juste la vôtre. Et un même événement va pouvoir être traumatique pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça, c'est pas grave. La souffrance ne nécessite pas de se demander si on a raison de souffrir ou pas. On souffre, point. Et les psys sont justement là pour vous aider à comprendre comment sortir de cette souffrance-là, et éventuellement parfois d'où elle vient. C'est pas obligatoire. On n'est pas là pour vous dire que vous ne devriez peut-être pas souffrir. Ça n'aurait pas de sens pour un psy. C'est important aussi de ne pas laisser des croyances nous empêcher de prendre soin de nous. Vous savez, ces croyances qui disent « Allez, c'est pas grave, t'es grand maintenant. » ou bien « Oh, c'est pas si grave, t'es trop sensible. » Il ne s'agit pas de dramatiser ici, mais si les symptômes persistent, il n'y a pas à se juger, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On le fait bien pour notre corps, c'est aussi important à faire pour notre esprit et nos émotions. Alors, et vous? C'est quoi votre vision de votre souffrance et de vos traumatismes? Est-ce que vous savez identifier les traumatismes de votre histoire? Est-ce que vous vous jugez quand vous souffrez pour quelque chose qui a l'air pas grave? Ça m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Bon voilà, vous savez tous sur ce qu'est un traumatisme et pourquoi les psys les cherchent souvent quand vous allez les voir, même si vous êtes venu pour un problème qui vous semble n'avoir rien à voir avec ça. Si vous êtes intéressé par la psychologie en général, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, une newsletter hebdomadaire dans laquelle je vous partage chaque dimanche des ressources en psychologie. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la rendre plus visible et m'encourager à continuer. Allez, maintenant moi je file à mes consultations.